Le crowdfunding immobilier, c'est un couple rendement-risque qui est un ovni dans le monde de l'investissement, dans le sens où aller chercher du 11,4% avec une hypothèque de premier rang inscrite sur un bien, sur une société solide. Et à court terme en plus. Et à court terme. Sur 12 mois. Ou... Entre 12 et 24 mois sur la majorité de nos projets. Crowdfunding, dans son sens littéral, c'est financement par la foule. Donc c'est vraiment tout le monde. À partir du moment où tu as 18 ans et une carte bleue, doit pouvoir financer un projet qui lui tient à cœur, qui lui plaît. Ma maman était infirmière, elle n'a jamais dépassé les 2000 € net par mois. Je me dis toujours une chose, c'est est-ce que je proposerais à maman de placer toutes ses économies dans ce dossier. Sur la première brique, ça va bien dans un marché qui va mal. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets d'investisseurs où on décrypte les stratégies gagnantes pour bien investir, bien gérer ses finances personnelles et bien gérer son patrimoine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une classe d'actifs à part entière, le crowdfunding immobilier. L'objectif, c'est de placer son argent sur des porteurs de projets en immobilier, de placer son argent plutôt à court terme. Ça peut être sur 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et l'objectif aussi, le rendement qu'on pourrait attendre brut, c'est autour de quand même 10%. Le marché a été pas mal chahuté du crowdfunding immobilier avec les changements de taux, le marché immobilier, etc. Et j'aimerais qu'on revienne vraiment sur cette classe d'actifs en profondeur. Et qui de mieux pour en parler que Hugo Berthe, donc président, cofondateur de La Première Brique, une plateforme de crowdfunding immobilier. Bonjour Hugo. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci d'être sur cette chaîne S'investir. Donc, l'idée, c'est de parler vraiment en profondeur de cette classe d'actifs, de voir comment bien investir quand on est un particulier, quels sont les frais, quelles sont les différences avec, par exemple, une classe d'actifs sur l'immobilier qui peut être les SCPI, comment ça fonctionne, comment vous aussi, vous sélectionnez vos projets chez La Première Brique. Voilà, un peu tout ça et un peu d'avoir les conseils de quelqu'un qui est vraiment dans le milieu au quotidien. Que des bonnes questions. J'essaierai d'apporter les meilleures réponses. Super. Et du coup, pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter aussi peut-être La Première Brique? Ouais, bien sûr. Alors moi, très rapidement, j'ai 37 ans. Je suis président cofondateur de La Première Brique. C'était que j'ai cofondé en 2019 à la sortie d'un parcours en expertise comptable puis en ingénierie financière où j'ai rencontré mon associé et j'ai eu des expériences en inspection bancaire, donc tout l'aspect réglementaire auquel je suis très sensible, et en conseil et en expertise comptable, assez logiquement. Donc, toujours une petite passion pour les chiffres. Et voilà, et on fait ça depuis 2019. J'ai l'honneur d'assurer la présidence de cette équipe qui maintenant regroupe 23 personnes. Et voilà, La Première Brique, c'est une société de financement participatif immobilier qui, dès le début, s'est orientée vers un objectif assez clair qui était de permettre à tout le monde d'investir dans l'immobilier. L'idée sous-jacente, c'était que quand tu te balades dans la rue, tu vas voir des projets, tu vas voir des choses qui se passent et aujourd'hui, tu n'as pas les moyens de contacter directement l'opérateur et pour lui dire ton projet, il est super, moi j'ai envie de t'aider. Et c'était de créer ce lien entre l'opérateur et l'investisseur et ça de façon 100% digitale. Quand tu es à Quimper, tu peux investir dans une société qui est dans le sud, une opération qui est dans le sud et l'inverse est vrai, ou à Bordeaux ou à Paris. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 500 projets financés dans toute la France pour un peu plus de 200 millions d'euros. Et on est très content de tout ça, de notre communauté de un peu plus de 56 000 personnes qui nous accompagnent au quotidien. Bravo déjà pour cette Merci plateforme. Beaucoup. J'apprécie beaucoup aussi, à titre personnel. Et du coup, pourquoi le crowdfunding immobilier? Pourquoi avoir développé quelque chose là-dedans? Alors déjà, on va être très, très sincère. On a démarré la société, on n'avait pas un rond. Et le système digital, si tu veux, c'est quand même un très bon moyen de faire des très belles choses avec peu de moyens. Donc, on a démarré cette société avec mon associé en louant une plateforme qui était en marque blanche et en se disant, OK, notre boulot, ça va être très simplement de proposer les meilleurs produits possibles. On n'a jamais voulu être gros, on a toujours voulu être bon, mais on n'a jamais vraiment voulu être gros. Et donc, l'idée, c'était de dire, on va sélectionner les meilleurs projets et la qualité de notre plateforme, ce sera le fait que ces projets, ils sont solides, ils sont bien expliqués et ils permettent à tous nos investisseurs de bien comprendre ce dans quoi ils investissent. Parce que démocratiser l'investissement immobilier simplement, qui est notre mojo, c'est, à mon sens, d'abord amener une information qui soit claire, exhaustive et lisible. Et donc, à partir de là, on a vraiment avancé comme ça. Donc pour revenir à la question initiale, pourquoi le crowdfunding immobilier? Parce que l'immobilier, ça nous passionnait, que c'est un vrai sujet aujourd'hui, le financement de l'immobilier. On a repéré une niche à l'époque qui était les marchands de biens. Nous, on fait beaucoup plus de réhabilitation
que de construction neuve, ce qui s'inscrit beaucoup dans l'air du temps. Cette réhabilitation, finalement, c'était un sujet qui n'était pas vraiment adressé par les banques, parce qu'il y a un petit peu le drapeau rouge du marchand de biens qui a eu une mauvaise réputation pendant les années 80 et qui aujourd'hui est remplacé par une jeune génération qui, pour la plupart, font leurs premières opérations en revendant une RP avant 5 ans, puis finalement, ils prennent goût et commencent à faire les choses et ils les font sérieusement. Et nous, on a toujours financé des sociétés avec des marchands de biens qui avaient des qualifications, qui avaient un track record qui permettait de valider qu'ils étaient solides. Je suis en train de m'égarer complètement dans ma réponse. Mais dans l'idée, pourquoi le crowdfunding? Parce que c'est de l'immobilier, que l'immobilier, ça parle à tout le monde, que le fait de le rendre accessible à partir de 1 euro, c'est quelque chose qui était hyper excitant pour nous et que finalement, t'as cet aspect du digital qui permet de le faire aujourd'hui. On avait les compétences nécessaires pour le faire, dans le sens où, à nous deux, on cumule des expériences en droit, en expertise comptable, en immobilier. Et donc, finalement, on avait tout ce qu'il fallait pour mettre tout dans un checker, secouer, et puis ça faisait la première brique. Ok, ouais, très clair. Du coup, pour ceux qui connaissent pas bien le crowdfunding, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Comment ça marche aussi? Quel est le processus finalement? Tu as un marchand de biens qui arrive, qui a besoin d'être financé. Comment il fait pour passer par vous? Il vous appelle. Est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne aussi vraiment derrière l'envers du décor du crowdfunding avec le marchand de biens qui arrive et qui vous appelle peut-être et jusqu'à ce que les investisseurs investissent sur le projet? Le crowdfunding, c'est vraiment ce que je viens de t'expliquer, à savoir créer le lien entre monsieur et madame tout le monde au sens crowdfunding, dans son sens littéral, c'est financement par la foule. Donc, c'est vraiment tout le monde. À partir du moment où tu as 18 ans et une carte bleue, doit pouvoir financer un projet qui lui tient à cœur, qui lui plaît. Ça peut être en don, ça peut être en... Voilà. Mais là, nous, on parle d'un rendement qui est de l'ordre de 11,4%. Tu disais 10% tout à l'heure. Sur la première brique, c'est 11,4%. Ça, c'est quoi? C'est la performance historique? C'est la performance historique de la première brique. De la première brique, net de frais, net de risque? Il n'y a pas de frais. C'est un point important. Dans ma vision du crowdfunding, et c'est le cas sur un bon nombre de plateformes, l'idée, c'est de mettre en relation, et pour répondre à ta question, mettre en relation un investisseur, un porteur de projet, avec un projet qui a été audité, dont on a toutes les informations, pour que cet investisseur puisse placer son épargne, prêter son épargne, à ce porteur de projet et financer son projet. Ce porteur de projet, à l'issue de son opération, rembourse l'investisseur avec un gain en intérêt qui est de l'ordre de 11,44% par an. Voilà, l'investisseur, il joue le rôle de la banque dans cette histoire. Exactement. Il prête de l'argent en obligation. C'est une sorte de désintermédiation bancaire, pour utiliser des gros mots, qui permet de vraiment remettre en contact un besoin très primaire en fait financier sur une opération de réhabilitation et d'un autre côté des personnes qui habitent à côté ou pas, qui voient le projet, qui voient la qualité du projet, qui croient au projet, qui vont dire bah moi je vais t'accompagner parce que ton opération elle me plaît et je pense que tu vas effectivement gagner de l'argent et cet argent j'ai envie d'en partager un petit peu le fruit. Voilà, c'est cette rencontre entre deux univers. Très terre à terre. Est-ce que tu as des... Enfin, alors juste sur les frais, on y reviendra parce que du coup, j'imagine que vous prenez des frais sur le porteur de projet. Ouais. Juste avant, est-ce que tu peux donner des exemples? C'est quoi? C'est un bien un peu pourri, il y a plein de travaux, il faut le rénover énergétiquement. Le marchand de biens, il achète ça, il le divise, il le rénove, etc. Il le revend, il se fait une plus-value. Et c'est comme ça qu'il paye les investisseurs. En général, c'est ce genre de projet, c'est ça? Alors, le bien peut être pourri. On a des biens en arrêté de péril. Enfin, voilà. Alors, nos porteurs de projet, parce que ce qu'il faut bien distinguer, c'est que nous, on crée le lien entre ces deux populations, mais c'est jamais nous qui portons les opérations. Nous, on sélectionne des opérations pour les présenter à notre public. Aujourd'hui, nous, le critère premier d'une opération, c'est est-ce que son opération va sortir? Est-ce que son opération est solide? Pour faire très très simple et imager un petit peu, un porteur de projet qui vient nous voir, il nous raconte une histoire. Le début de cette histoire, c'est pourquoi j'ai besoin de l'argent? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cet argent? Et la fin de cette histoire, c'est comment je vais vous rembourser. Et nous, notre rôle, c'est de documenter cette histoire pour être sûr que ce qu'il nous dit, c'est pas du pipeau, que il y a vraiment une histoire derrière tout ça. Il y a tous les éléments d'urbanisme qui ont été purgés ou pas s'il n'y en a pas. Et puis s'il est passé à côté, s'assurer qu'il fallait que l'urbanisme a été fait. Bref, c'est refaire son opération
dans les chiffres et puis dans la réalité, pour ensuite la présenter à nos investisseurs. S'assurer que ce projet, nous on y croit, on le trouve solide, avec tous les risques que ça comporte, mais on le trouve solide. Typiquement, une personne qui vient nous trouver avec un lot qui est pourri, complètement pourri, où il va tout refaire, qui a 20 ans d'expérience dans la réhabilitation, qui a ses entreprises de travaux avec lesquelles il travaille depuis 20 ans, ou même les siennes, qui sont des sociétés à lui, qui a obtenu toutes les demandes d'urbanisme, qui a pré-commercialisé une partie. Le fait que le lot soit pourri, finalement, l'opération, elle reste correcte pour nous, elle reste présentable et on sent qu'il y a un niveau de sécurité qui permet de la proposer à nos investisseurs. Pour autant, on ne s'arrête pas là. Au-delà de ça, on va prendre des garanties. Et ces garanties, ça va être des hypothèques de premier rang, ça va être des fiducies, soit sur l'actif, soit sur titre, ça va être des cautions, des garanties à première demande et toutes les autres garanties, je dirais, un peu de second rang qui sont moins solides, mais qui permettent aussi d'engager l'investisseur ou la société dans l'opération. Ok. Quelle est, justement, sur ces garanties, quelle est la meilleure garantie dans ce que tu as cité là? À mon sens, c'est la fiducie sur actif. Mais la fiducie sur actif, elle est très chère. Fiducie sur actif, ça veut dire que on peut prendre la main sur la société si la fiducie sur actif, c'est dire que tu vas récupérer l'actif de la société, tu vas le passer sur une autre société qui est un fiduciaire, et ce fiduciaire va avoir la propriété de cet actif jusqu'au plein remboursement de la dette. Donc si demain, la grosse valeur de la fiducie, c'est que ça te protège d'une liquidation ou d'une procédure collective. Parce qu'en fait, l'actif, il n'est plus dans le cadre de la procédure collective. D'accord. Si la société du marchand de biens fait faillite, on ne viendra pas chercher ce bien puisqu'il sera sorti. Parce qu'il appartient au fiduciaire. Ok. Et donc, la fiducie, c'est une très bonne arme, mais elle coûte extrêmement cher. Et du coup, nous, sur notre typologie d'actifs, parce que ce que je n'ai pas dit sur la première brique et qui est important, c'est que nous, on travaille vraiment sur des opérations à taille humaine qui sont portées par des opérateurs qui sont des mono-opérateurs. On a fait le choix dès le début, par nécessité et maintenant par conviction, d'accompagner surtout de la réhabilitation, ça je te l'ai déjà dit, mais surtout des opérations qui étaient des opérations en fait sur des tickets de besoin de financement entre 200 et 800 000 euros de besoin de financement. Okay. Et donc là-dessus, c'est des opérations où on va financer une grande partie de l'opération. Après l'apport du porteur de projet, il y a toujours un apport du porteur de projet pour qu'il soit engagé dans son opération. Et en fait, dès lors, on est sur des plus petites opérations qui sont plus facilement compréhensibles par notre communauté. On a aussi la capacité à aller chercher des opérations qui sont très qualitatives, mais pas adressées par les banques, parce que plus petites, là où les banques, les très grosses opérations très qualitatives, elles les adressent. Et donc on a un champ de bataille qui est assez chouette à aller chercher parce que je sais pas si l'expression est bonne, mais on a un terrain de jeu qui est assez sympa. Est-ce que dans ce terrain de jeu, des fois, il y a les banques qui financent une partie ou vous financez ça la nous totalité? Arrivait au début. Ouais, okay. Ça nous arrivait au début, de moins en moins. Et ça nous permet de prendre des hypothèques de premier rang, qui est une très très bonne garantie. Je te parlais de la fiducie. La seule différence avec la fiducie, entre la fiducie et l'hypothèque de premier rang, c'est qu'en fait, l'hypothèque de premier rang, en cas de liquidation de la société, ton administrateur judiciaire qui va gérer le remboursement des dettes, il va rembourser l'État, il va rembourser les salariés, tous ceux qui sont créanciers non chirographaires, de mémoire c'est le terme. L'URSSAF, le Trésor public. Toutes ces choses-là, avant de te rembourser toi sur la vente du bien que tu as pris en hypothèque. Mais dans les faits, une hypothèque de premier rang sur une société qui est une petite société, qui n'a pas beaucoup d'encours, qui fait 1 à 2 opérations par an, demain, en cas de liquidation, ton bien est vendu à la casse, tu récupères une partie de ton capital, si ce n'est tout ton capital. Tu vois. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir une notion de... Nous, quand on audite un projet, on a toujours 3 points très importants qu'on regarde. Le premier, c'est l'opérateur, la réputation de l'opérateur, parce qu'on ne travaille pas avec n'importe qui. Il y a des gens qui font des très belles opérations, mais qui ont des réputations de retard qui sont colossaux. Comment tu fais pour connaître la réputation d'un porteur de projet? Aujourd'hui, le monde des marchands de biens, c'est un petit monde, tout se sait, et on a des relations. Internet est aussi garni de bonnes informations quand tu vas sur les forums. Il y en a un certain nombre. Donc ça, il y a toute une équipe chez vous qui va auditer le porteur de projet, qui va regarder sa réputation.
Nous, un projet, c'est à minima 3 jours d'audit pendant lesquels on scrute Internet, on scrute Credit Safe. On a un certain nombre d'outils. On a un outil de la Banque de France qui s'appelle le FIBEN, le fichier FIBEN, fichier interbancaire. J'ai plus le terme exact, mais c'est un fichier qui nous est délivré par la Banque de France sur demande à la Banque de France. On a Credit Safe, on a tout ce qui va être étude de marché avec des partenaires, Priceable. On fait des études nous aussi sur Le Bon Coin. Enfin, on a énormément d'outils qui nous permettent de bien auditer la réputation Internet du porteur de projet, son niveau d'encours sur toutes ces sociétés. Papers aussi marche très très bien. Tu vois quand une société est en liquidation. Et on creuse vraiment le sujet de A à Z. Après, on va avoir le sujet de la société. Ça, c'est plus simple. On demande les dernières plaquettes et puis les plaquettes consolidées quand on a des sujets groupes. Et puis, on va regarder finalement dans quel état les bilans, les comptes de résultats. Bien sûr, bien sûr. Okay. On fait des ratios assez simples, mais on audite ces choses-là. Si on a un niveau de dette important, par exemple, est-ce qu'en face, on a du stock de façon à s'assurer que cette dette, finalement, elle réponde à quelque chose et que au moment de l'écoulement des stocks, on va avoir un remboursement de cette dette. Voilà. On regarde un petit peu toutes ces choses-là. Et après, dernier point, bien sûr, on audite le projet. Donc, le projet, on va s'arrêter sur les sujets de cohérence de prix, les prix travaux, les prix de commercialisation, les prix d'achat, sujet d'urbanisme, sujet sur les travaux, effectivement, la cohérence de prix, mais est-ce que c'est pertinent de faire ces travaux-là? Est-ce que ça a du sens de faire ces travaux-là? Et finalement, c'est vraiment là qu'on va se placer comme un partenaire du porteur de projet. On n'est pas associé avec lui, on est juste un partenaire qui va l'aider à aller au bout de son opération. Et c'est ça qui est magnifique dans ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, toute notre énergie, on la déploie pour trouver des bons projets et aider ces bons projets à aller au bout. Parce que ça, c'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt du porteur de projet parce qu'il fera de la marge, il gagnera bien sa vie et il pourra faire d'autres opérations avec ou sans nous, peu importe. Mais il pourra faire d'autres opérations. Avec nous, c'est mieux. Mais typiquement, un porteur de projet qui vient nous voir, on lui dit toujours, allez voir une banque. Si vous pouvez travailler avec une banque, travaillez avec une banque. Le problème, c'est que les banques, elles sont pas très réactives. Nous, c'est 1 mois en général pour un porteur de projet. Entre le moment où ils nous appellent et le moment où on décaisse les fonds. Les banques, elles ont malheureusement des contraintes réglementaires qui sont beaucoup plus fortes et puis surtout des contraintes structurelles qui font qu'une prise de décision, ça met très longtemps et elles peuvent pas s'arrêter sur un red flag. Si tu veux. Elles ont un red flag, elles tuent le dossier. Là où nous, un red flag, on va discuter avec le porteur de projet, on va lui demander la réalité du sujet et puis derrière, on va la présenter à nos investisseurs, toujours dans un souci de transparence et de donner toutes les informations. Tu leur dis d'aller voir la banque parce que c'est quand même moins cher? Parce que c'est beaucoup moins cher. Ah oui. Et aujourd'hui, nous, notre rémunération, on l'a fait sur les porteurs de projets, mais ça leur coûte cher au niveau des investisseurs. Enfin, c'est 11%, 11,44. Une banque qui te prête à 11,44. Alors, dans le monde de l'immobilier, on n'est pas très très loin de ça, mais on est quand même en dessous. C'est toujours plus intéressant pour eux, pour leur marge, d'aller voir une banque. Pour autant, il y a plein de petites opérations sur lesquelles les opérateurs bancaires ne vont pas. Et où nous, on est très contents de les accompagner parce qu'ils ont des taux de marge qui sont très importants et on va permettre à monsieur et madame tout le monde de financer ces opérations. Et ça, c'est vraiment super chouette, quoi. Est-ce que tu as des statistiques sur combien vous avez de projets qui vous sont proposés? Combien vous en acceptez réellement et à en proposer sur la plateforme Infini? Alors, ce serait pas très sérieux de te donner une statistique parce que cette statistique, elle est très dure à calculer dans la mesure où on a beaucoup de canaux pour recevoir des opérations. On les reçoit en direct par mail, on les reçoit via des formulaires, on les reçoit sur des WhatsApp, on les reçoit sur pas mal de canaux différents. Et on recense pas le nombre d'offres qu'on reçoit parce que ça a aucun sens. Enfin, pour nous, ça a aucune importance, cette statistique. Ouais. Ce qui compte, c'est combien de projets on a remboursés et combien de projets on a financés, même pas. Enfin, c'est vraiment combien de projets on a emmenés parce que notre rôle, c'est d'amener un projet jusqu'à sa fin. Sa fin, c'est pas le moment de la collecte. Nous, dans les faits, au moment où la collecte est finie, on n'a plus rien à faire. Dans les faits, on a perçu notre chiffre d'affaires à ce moment-là et donc on a a priori on n'est même plus concerné par le projet. Pour autant, c'est pas ce qu'on fait parce que nous, notre mission et notre industrie, c'est la confiance de nos investisseurs. Et donc toute notre énergie, c'est ce que je te disais en préambule, on la déploie vers la qualité des projets qu'on va proposer et leur suivi. Et donc la statistique qu'on va tenir, c'est combien de projets est-ce qu'on a qui sont remboursés
versus combien est-ce qu'on a et qui sont financés. Et pour répondre plus directement à ta question, aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui nous sont proposés et on a un process de qualification des dossiers qui fait qu'il y a plein d'étapes où ces dossiers peuvent sauter et on les recense pas. On a une première étape qui est la préqualification du chargé d'affaires avec l'opérateur, où l'opérateur lui présente le dossier et où, pour des raisons X ou Y, le dossier ne peut pas se faire parce que c'est une société civile. Nous, on finance que des sociétés commerciales. La deuxième étape, c'est la présentation au directeur du pôle projet. Le directeur du pôle projet, il va trouver que le projet est pas bon, il va avoir un loup que le chargé d'affaires avait pas vu. Bon, on pousse pas l'audit. Ensuite, on propose nos conditions à l'opérateur. À ce moment-là, l'opérateur, il a le droit de refuser nos conditions. Et s'il refuse nos conditions, le projet va pas au bout. S'il accepte nos conditions, on signe un contrat de mission. Bon, une fois que le contrat de mission est signé, là, à ce moment-là, on entame des audits approfondis. Donc, on récolte toutes les pièces, on va creuser tous les éléments dont je te parlais. Suite à ça, il y a une fiche de comité qui est dressée et qui est présentée à un comité qui est composé du juridique, du chargé d'affaires, de la relation investisseur, du responsable qualité du pôle projet et du directeur du pôle projet et moi. Et en fait, on va acter si oui ou non on a le sentiment que ce projet est bon et qu'on peut le proposer à notre communauté. Okay. Moi, j'ai un petit tips là-dessus. Ma maman était infirmière, elle n'a jamais dépassé les 2000 € net par mois et je me dis toujours une chose, c'est est-ce que je proposerais à maman de placer toutes ses économies dans ce dossier? Et si ma réponse est non, j'y vais pas et je mets mon veto sur le dossier. Okay. Et ça saute. Et voilà, et c'est vraiment c'est cette philosophie de dire un travail bien fait pour nous, c'est un travail où on est sûr d'avoir fait notre maximum pour le projet, que le projet soit de qualité, que le projet qu'on propose réponde à tout le niveau de transparence dont on a besoin pour pouvoir décider d'investir. Et après, le risque existe. Mais nous, on fait notre maximum pour que ce qu'on présente, ce soit impeccable. Du coup, tu me parlais de ta statistique, nombre de projets remboursés divisé par nombre de projets financés. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes où? Alors, aujourd'hui, on est à... du coup, là, on est en 2025. Environ. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 200 millions d'euros financés pour un peu plus de 70 millions d'euros remboursés. Donc c'est une statistique dont on est assez satisfait parce qu'on a un tiers de notre collecte qui est remboursée. C'est une statistique qui est assez constante et ça fonctionne assez bien. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que tu as 70 millions donc sur 200. On se dit il n'y a pas beaucoup de remboursement. Non, c'est parce qu'il y a un délai. Il faut attendre la fin de l'opération. Finalement, c'est énorme parce que c'est 200 millions qu'on a collecté depuis 2019. Ouais. Et sachant qu'on a une énorme partie de notre collecte qui s'est faite sur 2022, 2023, 2024. En 2023, en 2022, on a collecté 34 millions de mémoire. En 2023, on a collecté 73 millions. Et en 2024, on est à peu près à 100 millions. En fait, mis bout à bout, t'es quand même sur un montant de collecte de 60 millions qui représente une grosse partie, la quasi-totalité de 2019, 2020, 2021, plus une bonne partie de 2022, 2023. Et c'est une statistique dont on est assez fiers. Ouais, déjà remboursé, ok. Du coup, tous les projets qui ont été finalisés, vous en êtes où aussi en termes de taux de retard qui ont explosé sur certaines plateformes? Ouais, taux c'est un vrai sujet. Comment ça va côté la première brique sur ces sujets-là? Écoute, sur la première brique, ça va bien dans un marché qui va mal. Et donc, ça va pas aussi bien qu'on le souhaiterait, mais ça va quand même mieux que ce qu'on pourrait redouter. Le sujet du retard chez la première brique, c'est un vrai sujet. Et en fait, le sujet du retard dans le crowdfunding, c'est un vrai sujet. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui n'ont pas de retard, soit parce qu'elles sont toutes jeunes, soit parce qu'elles ont des taux de retard, des durées maximales annoncées à leurs investisseurs qui sont exagérément longues. Okay, elles avaient déjà anticipé un retard potentiel. Non, mais elles voulaient juste pas se prendre la tête avec ça. Ouais. Et en fait, elles ont dit au début, pour un projet de réhabilitation où tu mets un coup de peinture, tu revends, c'est sur 36 mois par exemple. Et forcément, dans ces cas-là, tu as un taux de retard qui est super canon. Mais parce que ton niveau d'information au départ,
il n'était pas extrêmement transparent, exhaustif. Et nous, on a essayé depuis le début de donner un niveau d'information qui soit le plus exhaustif possible parce qu'on considère que nos investisseurs, quand ils investissent, ils ont besoin d'avoir une visu sur quand est-ce que je vais recevoir mon remboursement. Et du coup, leur donner une durée maximale qui nous semble, dans un marché stable, une hypothèse pessimiste réaliste, et ben ça avait beaucoup de sens. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un marché immobilier stable et que en 2022-2023, on a financé des projets comme beaucoup de plateformes qui, à l'époque, finançaient beaucoup plus que nous et qui, aujourd'hui, en souffrent parce qu'elles ont beaucoup de retard liés à cette époque et elles ont beaucoup de retard liés surtout au fait qu'elles finançaient beaucoup de promotions, là où nous, on finance surtout de la réhabilitation. Et promotion, tu pars d'un greenfield, donc en fait, ton sous-jacent, il est impalpable. Tu peux pas te rembourser sur un terrain. Alors que nous, sur une construction existante, finalement, tu revends avec le bout de travaux qui a été fait et t'as quand même un peu plus qu'un greenfield, un terrain vert. Aujourd'hui, nous, le taux de retard, le sujet, c'est qu'effectivement, sur 2022-2023, on a financé des projets avec des durées pessimistes qui finalement étaient réalistes et pas pessimistes. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des projets qui prennent du retard parce que complications du marché. Finalement, c'est un sujet dont tout le monde entend parler, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les taux immobiliers ont augmenté. Les primo-accédants, comme les accédants en règle générale, ont une capacité d'emprunt qui a fondu comme peau de chagrin au soleil. Pas de peau de chagrin au soleil, l'expression. Mais... Comme neige au soleil. Comme neige au soleil. et ainsi faisant, on s'est retrouvé avec des marchands de biens qui avaient fait une belle opération, et qui se retrouvaient à la fin à plus pouvoir la commercialiser. Parce que plus personne en voulait et plus personne pouvait l'acheter en fait. Et on a des opérateurs aujourd'hui qui ont baissé leur prix de façon conséquente, qui ont plus de marge sur leurs opérations et qui pour autant n'arrivent pas à vendre. Donc c'est même pas un problème de volonté parce que eux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les marchands de biens, pour la très grande majorité de ceux qu'on accompagne, ils sont de très bonne volonté. Eux, faut pas oublier qu'ils sont en equity dans l'opération. Ouais. Là où nous, on est en dette. Donc eux, ils se remboursent après. Et on en a, la grande majorité, ils sont en train de manger la feuille sur l'opération, mais ils se battent, ils se lèvent tous les matins à 6 heures pour essayer de trouver une solution à leur opération face à une opération qu'ils n'arrivent pas à déboucler. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'en tant qu'intermédiaire entre deux populations, c'est important pour nous de passer le message des deux côtés. Et certes, du côté investisseur, on entend la détresse qu'il peut y avoir. On a des investisseurs historiques qui ont des encours très importants chez nous et qui, heureusement, on a encore un taux de retard qui est assez faible et on fait tout pour le maîtriser. Mais qui ont des encours sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, je crois qu'on a 10% de notre collecte qui est en retard. Ouais, ça, on doit être à 20 millions d'euros de projets en retard pour 200 millions collectés. Donc sur les projets 2022-2023, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ces 10%, finalement, ils sont aussi assez rassurants parce que sur ces 20 millions, on en a assez peu qui sont en contentieux. Et c'est juste ce que je viens de te décrire. Un opérateur qui a les poches un petit peu profondes et qui finalement va réussir les poches profondes non, mais qui a d'autres opérations en cours, qui va réussir à se refaire, qui va réussir à nous rembourser, mais simplement, ça prend du temps et avec un marché immobilier qui est complètement atone, ça prend encore plus de temps. Et du coup, sur certaines opérations, malheureusement, vous avez déjà saisi les garanties et vous êtes déjà, il y a des contentieux et ça. On a des opérations où on est en train de saisir des garanties. Ouais. Ah, ok. Ouais. Pour le coup, ça, on en parle assez ouvertement à tous nos investisseurs parce qu'encore une fois, on est là pour leur apporter de la visibilité et de l'information. Très clair, en tout cas, sur la partie risque, sur la partie garantie. Et j'ai l'impression, en tout cas, c'est un truc qui vous porte à cœur. En tout cas, chez La Première Brique, toi qui est plutôt à la base dans la comptabilité, dans les chiffres. Maintenant, pour un investisseur qui veut placer son argent, c'est quoi un petit peu le processus d'investissement pour lui? Alors, je rebondis juste sur ce que tu disais avant. C'est essentiel pour nous, c'est la base de ce qu'on fait, c'est la qualité de ce qu'on propose. Et la qualité de nos projets, voilà. On n'est pas infaillible, mais toute notre énergie, on la met dans la qualité de ce qu'on propose, c'est certain. Oui, d'ailleurs, pardon, je te coupe plus 2 secondes. Je pense que le fait aussi que vous soyez encore une entreprise à taille humaine relativement petite, vous avez encore la maîtrise
sur tous les projets que vous sélectionnez. Ça, c'est une force aussi chez Apprendre Brick, où certaines plateformes, peut-être, ont trop grossi trop vite, ont grossi en plus dans des phases 2022-2023, où elles ont énormément collecté et aujourd'hui, elles en souffrent. Est-ce que... oui, il y avait une question par rapport à ça aussi, c'est est-ce que les porteurs de projets, ils sélectionnent les plateformes chez qui ils vont se faire financer? Est-ce qu'ils, du coup, ils vont se dire je peux aller chez Apprendre Brick, je peux aller chez un tel, je peux aller chez un tel? Et du coup aussi, pourquoi ils viennent chez vous plutôt qu'un autre, ou est-ce qu'ils vont chez là où on les accepte? C'est une bonne question. Déjà, la première chose, je pense que toutes les plateformes font du bon travail dès lors qu'elles sont transparentes et qu'elles sont réactives vis-à-vis de leurs investisseurs et qu'elles leur offrent l'information nécessaire pour prendre les décisions. Et un bon nombre des plateformes, des non connus, le font aujourd'hui et je les félicite pour ça. Et j'ai aucun mal à féliciter les plateformes qui sont soi-disant concurrentes, parce qu'en fait, le crowdfunding immobilier aujourd'hui, c'est à tout casser 300 000 personnes qui investissent pour 1,6 milliard dans les plus belles années, là où l'épargne des Français, c'est plusieurs centaines de milliards. On est une goutte d'eau dans l'océan. Ouais, c'est niché. Ouais. C'est ultra niché et en fait, on a un gros travail à faire ensemble pour que cette façon d'investir en direct avec des opérateurs qui portent leurs projets à taille humaine, elle gagne en puissance, elle gagne en audibilité et que tout le monde finisse par la connaître. Parce que moi je suis convaincu par ce modèle. Alors, tu m'étonnes, mais c'est quand même merveilleux de se dire que tu crois à ton projet, t'as un red flag ou même t'as pas de red flag, mais juste les banques veulent pas te recevoir parce qu'elles croient pas à ton projet. Et le juge de paix, ça va être 1400 personnes, 1500 personnes, c'est ce qu'on a sur nos dossiers. Et quand tu as 1500 personnes qui sont d'accord parce qu'elles ont toutes les informations pour dire ok, ce projet j'y crois, moi j'ai envie de le financer, je trouve que ça a autant de valeur qu'un conseiller bancaire qui répond à une grille de scoring. J'ai beaucoup de respect pour les banques, j'y suis passé, hein. Mais je sais aussi les contraintes qu'ils ont en termes de réglementation, de frais de structure et autres. Et donc c'est hyper important de saisir ça, qu'on ait une goutte d'eau aujourd'hui et on a vocation à s'entraider, on s'envoie des dossiers quand nous on n'a pas la bande passante pour financer un dossier, qu'on le trouve bon, on l'envoie à d'autres plateformes et ils font l'inverse et on se connaît tous, enfin les grosses plateformes on les connaît et on discute régulièrement ou pas, mais la plupart on discute régulièrement avec eux. Aujourd'hui c'est une industrie qui a le vent en poupe et notre première mission à tous c'est de proposer des projets de qualité pour que cette industrie grandisse. Ouais, c'est de démocratiser cette classe d'actifs de crowdfunding démocratiser cette classe d'actifs. Et donc, j'arrête de faire des diversions tout le temps. Pour répondre à ta question, oui, un opérateur, il peut tout à fait choisir d'aller chez nous ou chez un de nos concurrents. On a des concurrents qui sont très bons, on en a qui le sont moins et qui, du coup, pour séduire, font des frais plus bas. C'est un marché très ouvert en fait. Après, la question qui va se poser, c'est quelle réactivité j'aurai de l'équipe en face? Est-ce que je vais devoir lui répéter 15 fois les mêmes choses? Est-ce que ma collecte, elle va être financée? Est-ce qu'elle le sera rapidement ou pas? Est-ce qu'au niveau de mon notaire, ils sauront gérer tout ce que ça implique? Il y a un certain nombre de compétences aussi qu'on peut mettre en avant et qui font qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'opérateurs qui travaillent avec nous. On a même des opérateurs qui ont les poches vraiment très profondes, qui travaillent avec nous et qui ont arrêté de travailler avec des banques. Parce qu'en fait, ils savent qu'ils font des belles opérations, qu'ils ont des marges importantes, et ils nous envoient leurs dossiers, et ça va vite, on les connaît, ça va vite, et on les audite toujours avec le même soin, et sans dire c'est parce que c'est lui, on va le présenter, et puis on se pose pas de questions, hein. Mais on est rigoureux quoi qu'il arrive, mais ça va plus vite parce qu'on connaît l'opérateur, on refait un point sur son track record. Et lui, puis, il sait aussi que ça avance. Que le temps, c'est de l'argent. Exactement. Financer peut-être plus cher, mais plus rapide, il peut s'y retrouver au final. Exactement. Et puis on est plus souple sur les conditions, c'est-à-dire qu'il peut nous faire des remboursements anticipés sur la levée d'hypothèque, on peut discuter, on peut prendre des hypothèques déportées. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire. On est assez souple parce que encore une fois, on est le partenaire du marchand de biens pour réussir son opération dans l'intérêt de nos investisseurs. Est-ce qu'on peut se placer maintenant vraiment du côté de l'investisseur particulier qui vient sur la plateforme? On va parler un peu de
Comment il peut bien sélectionner ses projets? Comment il peut bien sélectionner sa plateforme? Peut-être première question, comment il fait pour investir? C'est quoi le processus d'investissement sur ce genre de plateforme de crowdfunding immobilier? Ok. Alors, je vais te parler globalement de toutes les plateformes pour être le plus objectif possible. Aujourd'hui, une plateforme de financement participatif en France, elle a un agrément qui est délivré par l'AMF, qui atteste de sa solidité, de son sérieux, qui est l'agrément PSFP. Nous, on est parmi les 10 premières plateformes à l'avoir eu en France. Prestataire de services sur financement participatif. Ouais, prestataire de services de financement participatif, exactement. Cet agrément, il amène un certain nombre de possibilités, mais il amène aussi des contraintes. Ces contraintes, elles sont assez simples, c'est protéger au maximum l'investisseur. Et pour ça, voilà, ce qu'il faut faire, c'est lui demander sa pièce d'identité, pour valider qu'il a plus de 18 ans. Donc ça, c'est le début quand on s'inscrit. C'est le début. Quand tu t'inscris, on va te demander ton nom, prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton adresse mail, qui est ton identifiant. Ensuite, on va te demander de charger, si tu es une personne physique, donc une personne comme toi et moi, on va te demander de charger ta pièce d'identité. Ta pièce d'identité, elle va être validée ensuite par ce qu'on appelle un prestataire de service de paiement. Un prestataire de service de paiement, c'est une quasi-banque, si tu veux. Il y en a 2 ou 3 qui sont connus dans l'industrie, parmi lesquels Lemonway et MangoPay. C'est un tiers de confiance qui va créer le compte bancaire pour toi, séquestrer tes fonds. Donc, séquestrer, pas au sens où ils sont bloqués, mais te créer ce compte sur lequel tu peux déposer tes fonds en vue d'un investissement. Qui n'appartiennent pas à la plateforme. Qui n'appartiennent pas à la plateforme. Ces fonds-là, nous, on en a le visu, mais on les touche pas, on n'a pas la maîtrise dessus. Et c'est toi qui décides d'investir ou pas. Donc, tu vas charger cette pièce d'identité. Cette pièce d'identité, pour reprendre, elle va être validée par le prestataire de service de paiement. Une fois qu'il l'a validée, ton profil est complet sur la plateforme. Nous, ce qu'on va te demander simplement, c'est de valider un questionnaire pour connaître un petit peu ton profil d'investisseur et te classer selon 2 catégories. Les investisseurs qu'on va dire en herbe, qui ont un niveau de connaissance qui fait qu'ils doivent être particulièrement protégés, et les investisseurs avertis, qui finalement ont un niveau de connaissance un peu plus évolué sur les produits financiers et sont peut-être plus à l'aise avec le produit dont on va leur parler. Et en fonction de ça, tu vas avoir un parcours d'investissement qui est différencié. Si tu as un profil non averti, donc les investisseurs en herbe, tu vas avoir un simulateur à remplir, tu vas avoir un certain nombre d'étapes, un petit peu plus longues, mais pour mieux te connaître. À l'issue de ce parcours, ton profil est pleinement validé. C'est des informations qui sont déclaratives. Donc, si tu remplis n'importe quoi, tu remplis n'importe quoi. Tu n'as pas intérêt à le faire parce que du coup, nous, notre travail, on le fait moins bien aussi. Mais ces informations, nous, il faut savoir qu'on ne les utilise pas. Enfin, on les utilise pour mieux te connaître. Mais en tout cas, on les envoie à personne et elles sont extrêmement confidentielles. On est PSFP, on ne fait pas n'importe quoi. Une fois que tu as rempli ces questionnaires, ton profil est pleinement validé. 2 profils. Le profil non averti et le profil averti. Quoi qu'il en soit, tu as un questionnaire au début qui permet de te départager entre averti et non averti. Le profil averti, une fois qu'on a défini que tu étais averti, ton profil est validé, ta pièce d'identité est validée, c'est bon, tu peux commencer à investir. Quand tu es non averti, tu as une suite de questionnaires qui va s'enchaîner. 2 questionnaires en réalité, un simulateur et un questionnaire de connaissances qui nous permettent de mieux te connaître pour mieux te protéger. Ça nous permet notamment de définir le ticket maximum qu'on estime qu'il faut que tu investisses sur la plateforme. Ok. Voilà. Pour pas te mettre en péril et pas trop investir. Exactement. Encore une fois, notre rôle, c'est t'accompagner dans ton investissement, te protéger. Une fois que tout ça est fait, tu as un profil pleinement valide, youpi, tu peux commencer à investir sur la plateforme. Et donc là, tu vas recevoir, alors chez nous, mais chez la plupart de nos concurrents aussi, tu vas recevoir une plaquette de présentation, ou en tout cas un teaser sur un projet qu'on va financer. Tu le reçois à l'avance et tu peux prendre connaissance du projet. Et on te donne rendez-vous à telle heure sur la plateforme pour investir. À ce moment-là, si le projet t'intéresse, t'en prends connaissance. Si le projet t'intéresse, tu recharges ton portefeuille, tu te connectes sur la plateforme, tu cliques le montant que tu veux, tu cliques sur investir. Si là, ça dépend des plateformes. Ça dépend des vous, plateformes. C'est à partir d'1 euro. Nous, c'est à partir de 100, d'autres à partir de 1000. C'est à partir de 1 euro, sans aucun frais. Il y en a d'autres, effectivement, c'est à partir de 1000 euros, d'autres 100, d'autres 500. Bon, c'est selon chacun. Selon la politique de chacun. L'idée, c'était vraiment,
on veut casser toutes les barrières à l'investissement. Donc, c'est sans frais, c'est à partir de 1 euro. On a un service relation investisseur qui est réactif, qui répond à toutes les questions que tu as. Tu dois, au moment où tu te connectes sur la plateforme, avoir compris dans quoi tu investis et investir en pleine connaissance. Ça, c'est comment tu fais pour investir. Une fois que tu as investi, c'est pas fini parce que finalement, ton argent, il produit des intérêts à partir d'un certain moment. Disons que tu vas investir le 10 octobre. À partir du 15 octobre ou du 20 octobre, dans le pire des cas chez nous, on essaye vraiment de raccourcir au maximum la durée. Ton investissement commence à produire des intérêts. Ça veut dire qu'on l'a décaissé au porteur de projet, que lui, il commence son opération, il a signé chez notaire. Et voilà. Et à partir de là, il y a toute la valeur ajoutée que nous, on peut apporter en tant que plateforme, en plus de t'avoir présenté le dossier, de t'avoir permis une expérience d'investissement qui soit la plus fluide possible, c'est le suivi du projet. C'est-à-dire, voilà, t'es 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, 50 000 euros, ils sont partis dans tel projet, voilà ce qui se passe sur ce projet. Et ça, on essaye vraiment, on a un peu plus de 500 projets aujourd'hui, dont 200 et quelques remboursés, donc on doit en avoir 300 en cours. On essaye vraiment de faire un suivi très fin de ces opérations pour que tu sois au courant de ce qui se passe. Il y en a qui s'intéressent. C'est quoi? C'est ça, c'est des newsletters, tu reçois par mail vraiment toutes les informations sur ton projet. Donc, il y en a qui s'intéressent, il y en a qui ne s'intéressent pas. En tout cas, tu as l'info. Ouais. Et tu l'as sur le site, tu l'as par mail pour savoir ce qui s'est passé sur ton projet. Parce que c'est notre rôle de te donner un maximum d'informations avant et pendant le projet. Comme ça, si le projet va bien, tu le sais. Si le projet va mal, tu le sais aussi. C'est important. La transparence, c'est partager les bonnes comme les mauvaises informations. Et ensuite, tu as le remboursement de ton projet qui va produire des intérêts. Et là, à ce moment-là, tu récupères ton capital, plus les intérêts, plus la fiscalité. Donc, la fiscalité, c'est nous qui nous en occupons. Selon ton statut, on va dire que dans le statut classique, tu prends la flat tax. Et la flat tax, c'est nous qui nous occupons de la prélever, de la déclarer, de la payer pour toi. Et tu la retrouves dans ta fiche d'imposition. Quand on parle d'une personne physique, là, personne morale, on pourra l'évoquer si tu veux. Tu te retrouves avec tout ça qui est déclaré dans ta fiche, fiche d'imposition annuelle. Et après, tu n'as plus qu'à vérifier que c'est bien rempli. C'est auto-rempli, c'est ça, hein? Exactement. Ouais. C'est nous qui le remplissons pour toi. Ouais. Quand on se connecte sur notre espace impôt, dans la case qu'il faut, il y a déjà les montants déjà inscrits. Et puis ensuite, toi, tu as juste à valider. Il faut que tu vérifies. Nous, on te donne le formulaire CERFA 2561 de mémoire qui te permet de vérifier les informations qu'on a déclarées spécifiquement pour toi. Parce que si tu es sur plusieurs plateformes, tu peux pas forcément différencier le montant dans le montant global que tu as qui vient de la première brique ou d'une autre plateforme. Donc nous, on te donne un CERFA qui te permet l'imprimé fiscal unique, qui te permet de distinguer ce qu'on a déclaré pour toi. Ok, très clair. Et du coup, flat tax, donc en général, ça sera autour de, ça sera 30% de fiscalité en moins. On peut aussi opter pour le barème progressif. J'imagine. La flat tax, si on est en 2025, on ne sait pas. Au montage, Orlen, si ça a changé, on coupera ça. mais sinon, la flat tax, aujourd'hui, c'est 30%. Tu as 12,8% d'impôt forfaitaire non libératoire à l'impôt sur le revenu. Ouais. Donc, non libératoire, ça veut dire qu'en cas d'évolution, ça peut être corrigé de façon rétroactive. Et 17,2% prélèvements sociaux, CSG, CRDS et prélèvements de solidarité. Donc ça, c'était le processus d'investissement. Pour un investisseur particulier, personne morale, c'est relativement pareil, mais on peut aussi investir sa trésorerie d'entreprise. Ça qui est bien aussi avec le crowdfunding IMO. Et la fiscalité n'est pas la même. La fiscalité, n'est pas la même. C'est une ligne de produits financiers, et donc tu es à l'impôt sur les sociétés. Exact. Maintenant, autre question. Donc, on a bien compris comment on investit. Comment bien choisir ses projets? Tu as parlé tout à l'heure de la plaquette donc de présentation. C'est là, j'imagine, où on va retrouver toutes les informations du projet, donc le porteur de projet, la société, la structuration, le projet en lui-même, sa commercialisation ou sa pré-commercialisation, etc. Pour un investisseur, selon toi, c'est quoi on va dire les critères primordiaux à regarder avant d'investir dans un projet de crowdfunding IMO? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et très compliquée parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Un projet immobilier, c'est tellement de paramètres. On a des personnes qui regardent que la pré-commercialisation. On a des personnes qui regardent que le niveau de garantie. D'autres qui regardent que le fait que les prix soient cohérents. D'autres qui regardent tout ça. Et je pense que c'est vraiment à la sensibilité de chacun. La première chose, on ne proposera pas un projet sur la première brique si nous, on n'y croit pas.
Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas risqué, attention, mais on ne le proposera pas si on n'a pas le sentiment que ce projet il va aller au bout. La deuxième chose, c'est que à 11,4% de TRI moyen, il y a forcément du risque. Donc, il faut diversifier. Et c'est sélectionner des projets auxquels on croit. Et vous avez une enveloppe de 15 000 € à mettre sur la première brique. Vous mettez 15 tickets, 2 000 €. Et c'est le mieux, et je pense que tu en parleras mieux que moi, mais c'est ce système de DCA, en fait. Et faire du DCA dégradé sur l'immobilier, en fait. C'est de dire, tous les mois, j'ai 1 000 €, j'ai 500 €, j'ai 200 € à mettre sur du crowdfunding immobilier. Je vais les répartir sur plusieurs projets auxquels je crois. Parce que l'un dans l'autre, quand tu vas chercher des rendements aussi importants, le risque, il existe. Et on le voit en ce moment. Et moi, je me félicite qu'on ait toujours communiqué sur on a 0 défaut. Mais attention, le défaut, ça peut exister. Les projets, il y a des risques. Et parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent nous voir en nous disant « Mais merci, c'est super. La façon dont vous communiquez, la façon dont vous donnez des informations qui sont bonnes comme mauvaises. » Parce que finalement, ça permet d'amener cette pédagogie sur le fait que le crowdfunding immobilier, c'est un couple rendement-risque qui est un ovni dans le monde de l'investissement. Dans le sens où aller chercher du 11,4% avec, et sachant qu'on a des projets à 12,5, avec une hypothèque de premier rang inscrite sur un bien, sur une société solide, et à court terme en plus. Et à court terme. Sur 12 mois. Sur 12 mois, on n'en a pas parlé de ça, mais on est sur entre 12 et 24 mois sur la majorité de nos projets. C'est réservé à des personnes qui ont des tickets d'entrée à plusieurs millions, en fait. Et aujourd'hui, nous, on le rend accessible à tout le monde. Pour autant, justement, ces personnes qui ont plusieurs millions, elles savent que le rendement important en finance, ça va toujours avec un niveau de risque qui est important. Ça ne veut pas dire que qui dit risque ne veut pas dire perte, mais veut dire qu'il faut en avoir conscience. Et la meilleure arme face au risque, c'est la diversification. De toute façon. Donc, c'est vraiment de dire, j'ai 1 000 €, je mets 100 € sur 10 projets. Ouais, et en plus, tu mets 100 € sur 10 projets tous les mois. Donc, en plus, non seulement tu diversifies en termes de porteurs de projets eux-mêmes, mais en plus, tu diversifies de manière temporelle. Ouais. Donc, tu investis 100 € tous les mois pendant 5 ans. Tu lisses les effets de marché. Tu auras lissé exactement. Complètement. Donc, ok, ouais, j'aime beaucoup cette approche. Donc, DCA, dollar cost average, on investit 100 € par mois, que ce soit en bourse ou en crowdfunding immobilier, finalement. On lisse, on diversifie de manière temporelle. Et finalement, sur les projets. J'imagine que c'est ce que tu dis aussi à tous tes investisseurs. C'est la base en finance. Il faut diversifier. Et puis toi, ça gère. Only free lunch. Exactement. Le seul repas gratuit en finance, la diversification. Très clair. Donc ça, c'est la chose primordiale à faire en crowdfunding immobilier. Tu as parlé de pré-commercialisation. Ça, juste pour préciser, c'est que les biens que le porteur de projet va vendre sont déjà vendus avant la fin. Ouais. Donc, sont vendus... Exactement. C'est qu'en fait, le porteur de projet vient nous voir avec des promesses d'achat, avec des personnes en face qui ont des conditions suspensives qui sont levées ou pas. Mais en fait, on a signé le compromis. On a la qualité... alors, tu peux pas signer le compromis tant que t'es pas propriétaire. Et en général, on les accompagne, nous, ces porteurs de projet, dans l'acquisition du bien qui va porter l'opération. Donc, c'est pas des compromis en soi. Mais par contre, ça peut être des contrats de réservation, ça peut être... Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et l'idée, c'est que nous, on va documenter ça, on va avoir des éléments concrets, on va même demander, dans la plupart des cas, les conditions suspensives de financement, où est-ce qu'on en est, avoir des mails de la banque qui attestent que monsieur Dupont, qui va acheter le lot numéro 5, il a bien reçu un mail de son banquier pour dire que c'est bon, il est finançable, et il va être financé, et il a un accord de prêt. Enfin, c'est sécurisé au maximum du début de l'opération jusqu'à la fin de l'opération. Et ça, en fait... Ouais. Encore une fois, c'est vraiment le message que j'aimerais passer. C'est beaucoup de bon sens. C'est que nous, on est à côté du porteur de projet pour aller vers le succès de son opération. Et il pense à beaucoup de choses. Quand il est très bon, il pense à tout. Quand il est trop occupé, il pense à moins de choses. Enfin, voilà. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer d'anticiper un maximum de scénarios pour s'assurer que l'opération qu'on va présenter, elle soit solide. Donc, on n'est pas juste là pour lui demander des comptes. On est aussi là pour lui dire, OK, ton opération, elle nous plaît. Elle est bien,
Maintenant, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Bon, tu nous dis ça, mais on a quoi derrière? Parce que nous, nos investisseurs, on en a 55 000 qui vont venir nous poser la question. On a une promesse de vente, mais du coup, on a une précommercialisation à 50%, ça veut dire quoi? C'est quoi derrière cette précommercialisation? Et si nous, on n'a pas vérifié, qu'on a juste un mail du porteur de projet qui nous dit « C'est bon les mecs, j'ai 50% de préco », si tu veux, ça n'a aucune valeur. Donc ça peut aider, finalement, votre approche peut aider le porteur de projet complètement à anticiper des problématiques. Exactement, exactement. Ok. Et est-ce que vous avez des fois des précommercialisations à 70, 80, 100%? On a déjà du 100%. Hein. On a déjà fait du 100% de précommercialisation. Okay. Sur des bridges assez courts. Donc, un portage financier, une personne qui, en fait, avait déjà tout vendu. Il nous demandait 3 mois parce que c'était le temps de faire des formalismes d'urbanisme ou autre. C'était 3 mois seulement de financement? Ouais. Ah ouais, ok. On a déjà fait du très très court. Hein. Très très court. Le plus court qu'on ait fait, je crois que c'était 1 semaine. Ok. Et parce qu'en fait, juste c'était un besoin de cash qui était très important. C'était 100% sécurisé. Et voilà. On l'a pas dit ça d'ailleurs, mais un crowdfunding immobilier, c'est très souvent du in fine. Donc, l'investisseur, il va recevoir les intérêts tous les mois. Imaginons, il prête 1000 à 12%. Ça fait 10 € par mois. Donc, il touche ses intérêts, etc. Et in fine, donc au bout imaginons que c'est 12 mois, il récupère son capital. Des fois, c'est intérêt et capital in fine, c'est ça? Donc ça, c'est la majorité des projets qui sont comme ça? Ouais, c'est un sujet hyper intéressant, le in fine, parce que c'est exactement ce que je viens de te dire sur on est partenaire du marchand de biens autant que de nos investisseurs, parce que leur intérêt commun, c'est que le projet est au bout. Et le mensuel, nous, dès le début, on a eu un gros problème avec le mensuel. On va prendre un cas pratique. Ouais. Je te finance ton micro, là. Tu as besoin on va dire que c'est un super beau micro, tu as besoin de 500 € pour financer ton micro. Je sais pas, j'ai aucune notion des coûts. Je pense que ça doit coûter autour de ça. J'imagine. Je te finance ton micro, tu as besoin de 500 € pour financer ton micro. Et en fait, ton micro, tu vas le revendre 600 €, tu le sais, dans 1 an. Si je te donne 500 € maintenant, et que je te demande de me payer 10 € tous les mois, on va faire vraiment à la grosse touche, 10 € ou 5 € tous les mois d'intérêt, alors que tu le revends dans 6 mois ton micro. Bah, du coup, tu vas avoir 5 € de cash flow négatif tous les mois, alors que tu as 0 cash flow positif. Parce que tu n'es pas arrivé au bout de tes 6 mois où tu revends ton micro. Et donc, notre opérateur, si demain on fait ça avec lui, ça veut dire qu'on génère du cash flow négatif sur son bilan. Il va dégrader, il va payer des intérêts sur une somme qu'il n'utilise pas, sur laquelle il n'a pas de cash flow positif. Il a besoin de trésor en plus, donc finalement, on va devoir lui prêter de la trésor en plus pour pouvoir payer mensuellement nos investisseurs. Et économiquement, c'est un non-sens. Ça le met en difficulté. Ça dégrade le bilan de son opération. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il va avoir des frais financiers plus importants, parce qu'il va devoir emprunter plus pour servir des intérêts mensuels. Là où, en fait, nous, il faut qu'on s'adosse à ces cash flows entrants, si tu veux. Donc, à ces rentrées, à ces ventes, tout simplement. Ouais, et c'est pour ça qu'on va sur du in fine. Alors, le in fine, c'est vrai, mais le in fine, ça ne veut pas dire on se retrouve dans 24 mois et tu nous rembourses. Pour un opérateur, par exemple, qui a une dizaine de lots, s'il vend 1 lot, 2 lots, 3 lots, à chaque fois qu'il vend un lot, et encore plus si on a une hypothèque, nous, on fait une main levée hypothécaire. Et dans le cadre de cette main levée hypothécaire, on demande un remboursement partiel. Et donc, si tu as emprunté 500 000 €, il vend un lot, il te rembourse 50 000, 100 000, 200 000 sur la vente de ce lot. Et puis ensuite, il lui reste une part du capital, mais qui est moindre. Et du côté de l'investisseur, ton investisseur, il a retrouvé une partie de son capital avec les intérêts servis sur ce capital et il peut le réinvestir sur d'autres choses. Mais pour revenir au mensuel, on va en faire de plus en plus du mensuel parce que c'est une vraie demande de nos investisseurs. Alors, pour avoir une forme de rente, en fait. C'est ça, et c'est intéressant. Et la question qu'on se pose, c'est comment on sort de ce modèle in fine qui n'est pas intéressant pour le porteur de projet. Donc, comment on trouve un modèle qui soit intéressant pour le porteur de projet et qui soit intéressant pour nos investisseurs en mensuel. On a beaucoup d'investisseurs qui adorent le in fine parce qu'ils ne touchent pas à leur argent et puis ils n'ont pas à gérer tous les mois ce qu'ils ont mis. Mais on a une demande aussi sur du mensuel. Donc, aujourd'hui, ce qu'on pense faire, c'est aller sur des opérations qui le permettent.
Donc toutes les opérations, notamment on a financé des opérations pendant les JO où il y avait un sujet de Airbnb dans Paris sur des bureaux qui étaient du coup mis en Airbnb. Bah, là, ça avait du sens parce que le cash flow, il est mensuel. Et donc, dans ces cas-là, on va servir des intérêts mensuels. Ok. Et il y a plein d'autres modèles qui peuvent exister. Très clair. On a parlé du coup de comment bien choisir son projet. Est-ce qu'on pourrait parler de comment bien choisir sa plateforme? Alors, évidemment, toi, t'es cofondateur de la première brique, mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors, on a parlé de l'agrément PSFP. Bon, ça, c'est obligatoire, j'ai envie de dire, que la plateforme, elle ait bien cet agrément-là. Est-ce que selon toi, il y a des choses à avoir sur une plateforme avant de mettre son argent dessus, quoi? Alors, moi, je vais donner un conseil que tu as déjà dû donner. Je voulais Warren Buffett un peu, mais n'investissez jamais dans ce que vous ne comprenez pas. Et en fait, la question, c'est juste d'aller sur le site Internet, effectivement, s'assurer que les agréments sont là, qu'il y a bien un agrément PSFP ou des agréments que vous comprenez, dont vous comprenez le sens de l'agrément. PSI, par exemple, prestataire de services d'investissement. Enfin, voilà. Il y a d'autres choses qui sont solides. Hein. Je suis pas obligé de prêcher que pour ma paroisse, parce que, encore une fois, le marché est vaste et qu'on a plein de belles choses à faire tous ensemble. Mais à mon sens, le gros de la question, c'est n'investissez pas dans quelque chose que vous comprenez pas. Et donc, si en ouvrant la plaquette de présentation, vous avez l'impression d'être dans une banque d'affaires où finalement il y a un mot sur deux qui sont imblairables pour vous, c'est peut-être pas votre place. Si par contre vous avez le sentiment que l'ADN est trop fun parce que nous on a quand même une ADN qui est très fun et ça plaît pas à tout le monde et moi je suis ok avec ça. Notre mojo, ça a toujours été d'être très solide, tout en restant sans se prendre au sérieux, de faire les choses très sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ça plaît à beaucoup parce que finalement, on est du coup très accessible, mais certains sont moins à l'aise avec ça et c'est ok. Et il y a d'autres plateformes qui, au contraire, quand tu lis leur plaquette, tu as l'impression de lire une plaquette de chez Rothschild & Co, alors que c'est loin d'être Rothschild & Co, hein, on est bien d'accord, mais ça peut plaire à certains investisseurs d'avoir ce sentiment d'être... mais il faut simplement le comprendre, quoi. Ouais, non, je comprends. Et du coup, quelque chose qu'on retrouve de toute façon sur toutes les plateformes, ça je le dis, je pense que c'est important, c'est d'aller voir aussi les statistiques, qu'est-ce qui s'est passé historiquement sur la plateforme quand même. C'est très bien fait en général et je pense que c'est une obligation que vous avez en tant que PSFP. Ouais. Alors on met à jour plus ou moins régulièrement selon les plateformes. Okay. Nous on essaye de le faire à minima une fois par mois parce que c'est hyper important. Ça va, enfin, on peut pas dire qu'on est transparent et en même temps ne pas communiquer sur ces sujets-là. Mais ouais, effectivement. Et du coup, on retrouve les taux de défaut, le taux de retard, le taux de rendement interne depuis le début que la plateforme existe. Donc, combien ont vraiment touché en moyenne les investisseurs, net de frais, net de risque, etc. Donc ça, pour moi, c'est primordial avant d'investir en crowdfunding immobilier, d'aller voir ça, d'aller voir ce qui s'est passé quand même, parce que si une plateforme a amené aucune performance en 5 ans ou 6 ans et qu'on aurait été mieux sur livret A face au risque qu'on prend en France, quand même, c'est quand même très dommage. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour toi qui sont primordiaux pour sélectionner une plateforme ou tu penses qu'on a fait le tour? Moi, je pense qu'il y a une chose qui est intéressante à prendre avec des pincettes, mais qui est quand même intéressante, c'est d'aller sur les forums. Finalement, l'avis de la foule, parce que le crowdfunding, c'est le financement par la foule, se demander ce que pense la foule. Donc, sur les forums, sur les avis Google, sur les avis Trustpilot, voilà, ce genre de choses. Ça peut avoir du sens et je trouve que c'est pas un mauvais pari, un mauvais indicateur, d'aller sur ces sujets-là. Ouais. Ouais, non, carrément. Ok. J'aimerais juste qu'on parle des frais aussi. Tu as dit que c'était sans frais, donc ça, c'est côté investisseur, c'est sans frais. Ouais. Évidemment, vous avez un business model derrière. Vous prenez des frais sur le porteur de projet. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire combien vous prenez est-ce que c'est au tout début? Est-ce que c'est à la fin? Ouais, complètement. Alors, le modèle du crowdfunding, plus largement, sans parler spécifiquement de la première brique, c'est un porteur de projet vient te voir. Tu dis, OK, on va te financer ta collecte. Il y a 2 lignes de coûts. Les fees plateforme, qui sont de l'ordre de 5, 4 pour les plus bas, mais selon le montant, entre 5 et 9% hors taxe du montant de la collecte. Alors 9%, c'est pour des tout petits montants et 5%, c'est pour des gros montants. Donc, il y a un porteur de projet qui arrive et veut financer 1 million. La plateforme va lui prendre en moyenne 5% de 1 million. Un peu plus que 5, ouais, mais dans ces eaux-là. Upfront, donc au tout début. Ouais, au tout début. En fait, elle prélève sur le montant de la collecte.
Ok, donc elle il va va lever emprunter 1 million. 1 million 50 000, on va dire, Ok. pour faire simple, et elle va récupérer les 50 000. Et elle va décaisser 100 000 euros, 1 million au porteur de projet. Et ensuite, tu as les intérêts qui, eux, sont payés annuellement, enfin, qui sont calculés annuellement, et qui, du coup, dépendent beaucoup, le niveau de coût dépend beaucoup de la durée du projet. Après, à ça s'ajoutent des frais de gestion sur certaines plateformes. Nous, je suis parlé des intérêts, là, il n'y a pas de frais, là. C'est les intérêts qui vont aux investisseurs. Ouais, qui vont aux investisseurs, Okay. c'est ça. Mais finalement, si tu parles du coût pour l'opérateur, oui, ok, du point de vue du porteur de projet. Pour l'investisseur, il n'y a aucun frais. Okay. Par contre, si tu veux qu'on parle un peu de notre PNL à nous, on a, nous de notre côté, donc notre compte de résultat, on a notre chiffre d'affaires qui est fait par le montant qu'on va prélever sur la collecte, au succès de la collecte, et ensuite, on touche rien sur le projet, jusqu'à la fin. Ça ne nous empêche pas de nous battre parce qu'on est convaincu que notre pérennité, elle dépend de la qualité du suivi de nos projets. Mais en tout cas, on ne touche plus rien. Et au-delà de ça, on engage des frais pour nos investisseurs sur des aspects juridiques et autres pour se battre pour les dossiers. De suivi aussi, de toute façon, en continu. Voilà, de suivi en continu. Voilà, on est une équipe aujourd'hui, on a une plateforme, on a un prestataire de services de paiement, je t'en ai parlé tout à l'heure. On a un certain nombre de lignes de coûts. La plateforme, on la met à jour très régulièrement. Ça nous demande des développements qui sont coûteux. On passe par une agence de développement qui a une très bonne réputation et qui est à Paris. Et enfin voilà, tout ça, ça a un certain coût et qui fait qu'en fait, aujourd'hui, nous, sincèrement, j'ai pas le détail, mais on a sur les, disons, 6% qu'on prend en moyenne sur les dossiers, il va nous rester 1,5% à peu près, à grosse touche, d'EBITDA. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as aussi des primes de parrainage, ceux qui parrainent. Tu as aussi le prestataire de signature. Universign à chaque fois. Voilà, vous avez des coûts en face, évidemment. Ok, donc ouais, très clair. Donc en fait, les plateformes, elles se rémunèrent en upfront au début, autour entre de 5 et 9% selon la taille du dossier. Ok, très clair. Et donc ça, en fait, c'est entre guillemets invisible pour l'investisseur qui, lui prend sur les intérêts. Ça, en fait, vous faites ça avec le porteur de projet en off, entre guillemets, quoi. Autre question aussi, finalement, quand on investit en crowdfunding immobilier, de quoi est-on propriétaire? On est propriétaire d'un titre de dette. Comment ça fonctionne, en fait? Ah, c'est très intéressant. Quand tu investis en crowdfunding immobilier, tu prêtes de l'argent, donc tu signes un contrat de prêt, comme si tu te positionnes comme une banque vis-à-vis d'un opérateur. Tout ça, c'est digitalisé sur la plateforme, mais tu possèdes un contrat de prêt avec un opérateur immobilier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que au niveau de ton bilan, tu te places plutôt vers le bas de bilan que vers de la dette senior ou du capital. Et donc, en termes de risque, sur la société, tu es mieux positionné que l'opérateur. C'est important de l'avoir en tête. C'est un contrat de prêt, en tout cas chez la première brique. Tu as d'autres personnes qui fonctionnent en obligation, c'est un peu plus élevé dans le bilan, donc un peu plus risqué, mais ça reste un système de prêt, en fait. Donc, tu ne possèdes pas une partie de l'opération, tu prêtes de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse son opération. Voilà. Ouais. C'est un contrat de prêt en fait assez classique, qui soit en obligataire ou en prêt participatif, avec une durée, un montant, un taux, et tout ça est cadré par le contrat. C'est un engagement bilatéral. Et voilà. Tu reçois un contrat ouais. Et tu l'as sur la plateforme. Disponible sur la plateforme. Tu as les conditions qui sont fixées sur la plateforme. Et juste, tu parlais d'une manière très comptable, donc sur le bilan à côté passif, et que c'était en bas. Si j'ai bien compris, ça veut dire que si l'opérateur fait faillite, t'es prioritaire là-dessus, c'est ça que tu disais? T'es pas prioritaire, tu passes après l'État, tu passes après l'URSSAF, tu passes après les salariés, voilà. Mais tu fais partie des premières personnes qui sont remboursées. Les dettes, les dettes financières, ça fait partie des choses qui sont remboursées. Ouais. Il y a d'autres moyens d'investir en immobilier. L'IMO fractionné, il y a de l'SCPI, il y a même des actions cotées, des REIT en bourse. Est-ce que tu peux nous donner un peu la différence, surtout avec l'IMO fractionné, qu'on voit beaucoup et qui ressemble quand même pas mal au crowdfunding immobilier? Moi, l'IMO fractionné, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça fait couler un peu d'encre dans notre petit univers du crowdfunding. Il y a certains acteurs qui s'y attellent. En fait, la première brique, on l'a vraiment créée avec une conviction profonde qui était que si tu étais transparent, si tu disais la vérité à tes investisseurs et que tu étais sincère dans ton produit, dans ton offre, ça marcherait bien
parce que finalement, tu fais de ton mieux, les gens le voient et il n'y a pas de loup. Et l'immobilier fractionné, on s'y est pas attaqué pour l'instant, parce que moi, je suis pas à l'aise avec le fait de dire à mes investisseurs, vous allez posséder une partie d'un actif. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, les modèles d'immobilier fractionné que j'ai en tête, c'est surtout de l'obligataire et pas tu possèdes pas une partie de l'actif. Parce que posséder une partie de l'actif, ça voudrait dire posséder une partie de la société. Alors, il y a l'hypothèse où chez ton notaire, tu dis qu'il y a 1200 personnes qui vont signer chez ton notaire pour acheter l'immeuble. Ça, concrètement, il n'y a aucun notaire qui l'accepte, enfin, à mon avis. Et ce modèle-là, il ne peut pas fonctionner. La deuxième hypothèse, c'est de dire que tu vas investir en equity dans une SAS qui va porter le bien. Et donc, tu crées une SAS. Tous tes investisseurs sont actionnaires de cette société. Donc là, ce que je te disais sur le bilan, tu montes au niveau de l'equity. Et à ce moment-là, effectivement, si cette SAS achète un bien, eh ben, c'est l'ensemble de tes 1300 investisseurs, actionnaires de la société, qui possèdent ce bien. Là, on est OK. Mais ce modèle-là, à ma connaissance, il n'a pas été déployé pour l'instant. Je peux dire des bêtises, mais il n'a pas été déployé pour l'instant. Donc, dans la réalité, ça n'existe pas, un modèle d'immobilier fractionné comme tu peux retrouver outre-Atlantique ou outre-Manche sur des boîtes comme Realty. Même Realty, j'ai pas fouillé le modèle, mais tu ne possèdes pas. Il y a une société qui avait un nom assez homonyme d'une autre, qui avait créé un grand truc comme ça, qui avait fait beaucoup de com là-dessus, et finalement ils se sont fait taper dessus assez fort par l'AMF parce que c'était du royalties en fait qui est pas réglementé en France, et donc ils ont perdu pas mal de notoriété là-dessus. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas, à ma connaissance, posséder une quote-part d'un bien en investissant. Donc ceux qui le font, ils font en fait la même chose que nous, à savoir de la dette obligataire dans une société. Et la seule différence avec le crowdfunding classique qu'on voit nous, c'est que ton taux, il n'est pas fixe. Tu n'as pas un montant, une durée et un taux. Tu as une espérance de gain au moment de la revente, plus un coupon mensuel. Donc en fait, le modèle, c'est pas tu prêtes de l'argent à tel opérateur, il va financer sa société, et puis il va financer son opération, et une fois qu'il a financé son opération, il revend, il te rembourse avec des intérêts. C'est tu vas financer telle société qui la plupart du temps est gérée par la plateforme. La plateforme, avec ton argent, va acheter un bien. Ce bien, elle va le gérer, sortir des loyers, et sur ces loyers, elle va te payer un coupon mensuel. Ouais. Mais en fait, ça reste, tu possèdes rien. Tu possèdes juste une dette vis-à-vis de la société. Après, c'est une exposition différente dans le sens où, en crowdfunding immobilier, les investisseurs vont gagner grâce à la plus-value au marchand de biens qui vont générer grâce à la réhabilitation du bien et la rénovation et tout. L'IMO fractionné, c'est plutôt... on va essayer de faire un bien rentable avec des loyers qui tombent et vous allez gagner grâce au loyer. Exactement. Ouais. C'est le modèle qui est différent, mais dans les faits, ce message de vous allez posséder une partie de cet immeuble et vous allez gagner de l'argent grâce à cet immeuble, bah, je trouve qu'il est un peu... Ouais, dans la plupart des cas, c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. À mon sens, ça peut pas exister en France avec le droit actuel, c'est trop complexe. Mais par contre, c'est le modèle des SCPI. SCPI, c'est le modèle des SCPI. C'est pas le modèle de l'IMOFRAC. Mais c'est le modèle des SCPI, mais qui ont pas le niveau de transparence qu'on peut avoir nous aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as un niveau de frais qui est quand même un peu plus élevé. Tu as un niveau de performance qui est pas aussi élevé que le crowdfunding, parce que tu as, à mon avis, plus d'intermédiaires. Le modèle des SCPI, c'est à mon avis le grand frère du crowdfunding. Le crowdfunding, finalement, c'est le grand frère de l'immobilier fractionné. C'est-à-dire que l'immobilier fractionné, on a pris le modèle des SCPI, on a viré tous les frais, tous les intermédiaires entre guillemets, et puis on a simplifié au maximum. Ouais. On a fait sous format de dette et pas sous format d'equity, et voilà. Pour autant, ils ont enlevé les intermédiaires, mais ils n'ont pas amené plus de performance. Au final, tu as des SCPI aujourd'hui qui ont très peu de frais, en tout cas des frais de souscription à 0, par exemple, et qui versent du 7%. Il y a des très belles choses qui se font, j'en ai conscience. Ouais. De manière assez stable, récurrent. Et là où l'IMOFRAC, d'après ce que j'ai compris, on tourne plutôt autour du 5-6% de rendement avec un niveau de risque qui est quand même
vraiment au-dessus, vu que c'est souvent sur un seul bien, là où la SCPI va bien diversifier, etc. L'immobilier fractionné, à mon sens, c'est une industrie qui est vraiment très neuve. Autant le crowdfunding est une immobilier neuve, mais qui commence à avoir une certaine assise et une certaine maîtrise des grandes métriques qui composent son business model. Autant l'immobilier fractionné, on est vraiment aux prémices et c'est un modèle qui se cherche encore, tant sur le format juridique que sur les modèles de rendement, que même la communication. Ce que je te disais tout à l'heure. Donc, c'est à mon avis, c'est un beau modèle. Et le modèle des SCPI a été un très très beau modèle qui a pris une belle claque pendant la crise immobilière. Mais c'est la citation de Churchill, quoi. Quand la mer se retire, que tu vois ceux qui portaient pas de maillot. et là, dans les SCPI, il y en a qui sont très Buffett, très bons. Et comment ? C'est pas Warren Buffett ? Ah, pour moi, c'était Churchill, mais bon, écoute, on en discutera. On en discutera. Mais il y en a qui sont bons, en fait, dans toutes les industries, il y en a qui sont bons, et tu le vois quand il y a des crises. Il y a des SCPI qui se portent très bien aujourd'hui parce qu'elles ont été bonnes pendant la crise, et d'autres qui, malheureusement, ont pris des risques qui ont été moins avisés. Qui ont pris des grosses claques, ouais. Autre question aussi, quand on a des investissements en crowdfunding immobilier, on a dit que c'était sur du court terme, 12 mois, 24 mois. Bon, il peut y avoir du retard, ça peut prendre un peu plus de temps des fois. Mais si on veut revendre avant le terme, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a un marché secondaire ? Est-ce qu'on peut revendre à d'autres investisseurs ou est-ce que c'est pas possible ? Alors, le marché secondaire, pareil, c'est un vrai bon sujet parce que aujourd'hui, la première barrière à l'investissement en crowdfunding, même si on est sur des durées très très courtes, c'est le problème de liquidité. Et finalement, c'est un des freins à l'investissement sur la plupart des actifs rentables. C'est le problème de liquidité. Et du coup, ouvrir de la liquidité avec un marché secondaire, ça a beaucoup de sens. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille. Réglementairement, c'est très complexe. Et on passe beaucoup de temps à aller chercher la qualité de nos projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en consacre pas suffisamment à ce genre de sujet qui, à mon avis, ont un bel avenir. Si demain, je vais te donner un chiffre très simple. Aujourd'hui, une collecte sur la première brique, c'est 1300 places pour 3000 inscrits, dans les grandes lignes. Sur le projet moyen, c'est 3000 personnes qui viennent et t'as 1300 places qui sont disponibles. On l'a pas dit d'ailleurs, mais il y a des collectes qui partent très très vite, c'est-à-dire en 5 minutes, c'est parti. Il faut se connecter à l'heure. Ça nous arrive de faire des collectes en quelques secondes, quoi. En 12 secondes, on a fini la collecte. Et dans l'absolu, en fait, on a beaucoup de collectes qui sont collectées au moment où on l'ouvre, parce que le temps qu'on met à collecter, c'est juste le temps des serveurs de traiter toutes les demandes. Mais l'ensemble des demandes ont déjà été enregistrées au moment où la collecte s'ouvre. Sachant qu'on fait aucune réservation, et ça, c'est important de le dire. Quand on ouvre, il y a 0 € de collecté. Strictement. Et ça, l'équité, c'est central dans nos valeurs, donc c'est important de le rappeler. 3000 personnes qui se connectent, qui ont envie d'investir pour 1300 personnes qui ont une place. Tu fais le calcul, c'est rapide, tu as 1700 personnes qui peuvent être intéressées potentiellement par une revente de ce projet, parce que ce projet les intéressait spécifiquement et que ça peut les intéresser de le racheter sur le marché secondaire. Donc, nous, ça aurait beaucoup de sens de mettre en place du marché secondaire. C'est aussi un engagement vis-à-vis de la valeur de ce qu'on propose, parce qu'on sait que ce qu'on propose, on n'a pas de crainte sur la liquidité du marché, parce que on veut piéger personne. Enfin, une personne qui achète une obligation qui prête à une personne, à un de nos opérateurs, on est très content qu'elle puisse sortir quand elle a envie de sortir, si elle y croit plus. Ouais. Donc on y travaille. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité, mais je trouve que ça ferait du bien. Voilà, mon point de vue sur la question. C'est juste que réglementairement, c'est un petit peu complexe. C'est complexe, ouais. Je comprends. Une autre question, est-ce que selon toi, c'est un bon moment aujourd'hui, en 2025, de se placer sur le crowdfunding immobilier ? Comment tu vois le marché un petit peu, le momentum, le timing actuellement ? On va faire un petit rétropédalage. Aujourd'hui, le marché du crowdfunding immobilier, toutes plateformes confondues, c'est un certain nombre de retards, les premières pertes. Donc c'est un marché qui est assez anxiogène. Voilà, encore une fois, moi j'ai rien à cacher. On travaille en transparence et je continue de le faire. On a la chance chez La Première Brique d'avoir des stats qui sont bonnes.
Pour autant, on a aussi des retards. Voilà. Donc, on ressent aussi ce marché et les difficultés qu'il peut y avoir sur ce marché. Donc, ce serait contre nature aujourd'hui d'investir en crowdfunding. Pour autant, l'état du marché actuel, il vient des opérations qu'on a financées en 2022, en 2023. 2022-2023, c'est la hausse des taux, c'est le blocage des robinets bancaires et finalement les commercialisations qui étaient beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, le marché, c'est quoi? Et les opérations qu'on finance, c'est quoi? C'est des marchands de biens qui vont acheter à bas prix parce qu'en fait, on a des biens qui sont sur le marché depuis 1-2 ans, qui n'arrivent pas à se vendre, et des personnes qui ont besoin de liquidité en face. Des banques qui sont en train de baisser les taux. C'est la tendance depuis plus de 6 mois. Des ventes, un nombre de transactions à 800 000 transactions année qui se sont stagnées. Donc, a priori, la prochaine tendance, ce sera plutôt de remonter, vu le système de taux, et voilà. Dès lors que notre cher gouvernement nous amène un peu de stabilité budgétaire et fiscale. Et donc, pour moi, on est sur un très bon momentum pour investir en crowdfunding, parce qu'on finance des opérations aujourd'hui qui vont être bien achetées, parce que dans des conditions difficiles et où les personnes qui ont du cash ont le pouvoir plus que jamais, parce qu'il y a du stock en face et les gens ont besoin de se libérer de leur stock. Donc des opérations qui vont être bien achetées et qui vont être débouclées dans un horizon de temps 12-18 mois où la situation des banques se sera stabilisée sur quelque chose de beaucoup plus fluide, à mon sens. J'ai pas de boule de cristal, mais je vois difficilement comment ça pourrait être pire. Et donc, avec des commercialisations qui seront beaucoup plus fluides. Donc pour moi, c'est le meilleur moment pour investir en crowdfunding immobilier. D'autant qu'on est sur un marché qui commence à être mature. En tout cas, si on va sur les plateformes qui sont un peu anciennes, qui ont plus de 2-3 ans d'expérience, qui ont connu et qui ont affronté ce marché, c'est les 5-6 grosses historiques dont on fait partie. C'est vraiment le bon moment parce que tu vas avoir des équipes qui sont structurées, qui ont appris de leurs erreurs, qui financent des opérations qui sont regardées avec encore plus de rigueur, et des opérations qui vont normalement être se développer sous un ciel beaucoup plus clément. Donc je trouve que les indicateurs sont plutôt ouverts pour investir. Ouais. En plus de ça, je pense que tu as des marchands de biens qui ont compris ce qui s'est passé en 2022-2023, qui ont pris une bonne leçon peut-être pour certains, qui vont redoubler de vigilance sur leurs nouveaux projets. Et aussi, je pense que côté plateforme, vous faites aussi encore plus attention peut-être, tout ce qui est garantie, tout ce qui est sélection de projet, parce qu'il en va de votre réputation après sur le long terme, quoi. Ah, complètement. Et sinon, quelles sont les tendances que tu vois sur le marché du crowdfunding immobilier? Comment tu vois le crowdfunding là d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans peut-être? Alors à 5 ans, c'est un exercice très difficile parce que c'est quand même une industrie assez jeune et il peut se passer beaucoup de choses. Moi, ce que j'espère, c'est qu'à 5 ans, ce sera une industrie qui aura beaucoup grandi et que beaucoup de monde sera allé vers le crowdfunding. Mon idéal, ce serait de dire que tous les Français consacrent 10% de leur épargne en diversifiant sur plein de projets en crowdfunding pour financer l'économie réelle, parce que j'adore ce modèle et que je trouve qu'il a beaucoup de sens. Il faut pas oublier qu'il est risqué, mais il a beaucoup de sens. Les tendances actuelles du marché du crowdfunding, tel que je les perçois, c'est beaucoup de réhabilitation, moins de promotion, parce que les acteurs de la promotion aujourd'hui vont assez mal et ont des lignes bancaires en fait qui les mettent beaucoup trop en risque pour être financés par du crowdfunding. En tout cas, pour être acceptés par des plateformes de crowdfunding. Du coup, des plus petits projets, des projets de réhabilitation, j'en ai le sentiment et je le souhaite, beaucoup plus de projets à taille humaine en fait qui peuvent être compris par tous et aussi quelques opérations un peu symboliques parce que besoin de réactivité. Enfin, c'est de revenir à la nature même du crowdfunding. La nature même du crowdfunding finalement, c'est de dire aujourd'hui je vais pas aller voir une banque pour cette opération. Et il y a plusieurs raisons à ça, parce que la banque sera pas assez réactive, parce que la banque va pas comprendre mon opération, parce que la banque fait pas ce genre d'opération. Voilà. Ça veut pas dire que le projet est mauvais, ça veut juste dire que je travaillerai pas avec la banque. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y aura de plus en plus d'opérations où on est seul, sans banque.
On fera toujours des opérations adossées à une banque où finalement on va prendre des garanties qui sont un peu moins fortes par conséquent. Et c'est là que le bas blesse quand il y a une banque. Mais en même temps, on a aussi la double analyse d'une banque qui permet de sécuriser un petit peu le dossier. Et aller peut-être sur des dossiers de réhabilitation plus, avec un vrai sous-jacent palpable et des opérations à taille humaine qui sont maîtrisables pour revenir un petit peu au cœur de ce qu'est le financement participatif. Tu parles de sens aussi dans le crowdfunding IMO. Tu parles de sens parce que rénovation énergétique, renouvellement du parc immobilier français, bien sûr, c'est ça? Ouais. Avec la loi zéro artificialisation, il est dur à dire lui, zéro artificialisation nette, avec toutes ces tendances qu'on a en fait aujourd'hui, qui compriment quand même pas mal les marges de manœuvre des promoteurs. Tout ce qui va être réhabilitation à de beaux jours devant lui. Donc, la réhabilitation a de beaux jours devant elle. Donc, ça a beaucoup de sens, à mon avis, d'encourager ça. D'ailleurs, on parle que de crowdfunding immobilier parce que c'est ton expertise évidemment. Comment tu vois le crowdfunding sur les énergies renouvelables? Ça a aussi le vent en poupe. Complètement. Alors, à ma connaissance, c'est moins rentable. Mais par contre, tu as une solidité sur les dossiers qui est tout autre. Et puis, il y a un aspect ESG qui est quand même un peu plus prononcé. Donc, moi, je trouve que c'est très chouette. En fait, je suis un grand fan du crowdfunding, moi, en règle générale, parce que c'est vraiment redonner sa pleine nature au financement. C'est dire des personnes qui croient à un projet. Finalement, c'est ce que tu fais quand tu mets ton argent en banque. Quand tu places sur ton livret A, tu laisses de l'argent à ton banquier pour que lui, il finance à quoi il croit. Il n'y a rien de plus sain que de te dire, moi, je vais me demander, moi, à quoi je crois, et je vais aller le financer directement. Donc, les boîtes comme... le sujet des énergies renouvelables, c'est super. C'est vraiment super. Il y a des sociétés aussi qui font ça pour les collectivités publiques. Le crowdfunding, ça a pas mal de facettes différentes et moi je trouve ça très vertueux. Oui. Et d'impact dans l'économie réelle au final. Complètement. C'est la signature de ce podcast qui s'appelle Secret d'investisseur. Chaque invité nous livre un petit peu son petit secret d'investisseur. Déjà, toi, Hugo, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais t'investis à titre personnel. Comment tu diversifies ton épargne? J'imagine que tu investis pas mal en crowdfunding immobilier toi-même aussi. Bien sûr. J'ai beaucoup investi sur la première brique. C'est 90% de mon épargne aujourd'hui. Okay. Parce que je crois au projet et que voilà, j'ai 171 projets aujourd'hui sur lesquels j'ai participé sur la plateforme. Et ça ne veut pas dire que je ne crois pas aux autres. Ça veut juste dire que c'était un moment où j'avais la trésorerie pour le faire. Et qu'il faut diversifier. Après, je suis assez mal chaussé parce que je consacre vraiment toute mon énergie à cette société. Et c'est vrai que j'étudie ce qui se fait autour, mais j'ai pas le temps de m'y intéresser suffisamment pour savoir dans quoi j'investis, pour comprendre ce dans quoi j'investis et finalement pour y investir. C'est ce que je disais en préambule. Investissez dans ce en quoi vous croyez et dans ce que vous comprenez. Et moi, aujourd'hui, je crois pleinement à mon modèle, je le comprends parfaitement. Donc, il n'y a rien de plus facile pour moi que d'investir dedans. J'aimerais m'intéresser aux cryptos parce que je trouve que le modèle est assez chouette, toujours sur un système de DCA. Et mon conseil d'investisseur, c'est quels que soient vos moyens, je suis bien placé pour le dire, à la tête d'une plateforme où tu peux investir dès 1 euro sans aucun frais. Quels que soient vos moyens, investissez tous les mois. Faites du DCA, faites de la diversification et mettez-vous une enveloppe en fait pour vous dire, OK, je vais finir par être riche. Ça, c'est bon, c'est sécurisé. J'ai mis 10, 20, 15, 50, 200 euros, 2000, j'en sais rien, tous les mois sur une enveloppe épargne où j'ai un versement mensuel sur tel produit. Et comme ça, je diversifie mon risque, je le lisse dans le temps, je lisse le marché. Et ce serait ça, moi, mon analyse. Ouais, sur plusieurs classes d'actifs. Exactement. Ouais. Et au sein de la classe d'actifs, plusieurs placements, enfin plusieurs projets, par exemple, sur le crowdfunding. Et de la vraie diversification. C'est-à-dire... faire des ETF, mais faire attention que si vous faites 3 ETF différents, ce ne soit pas sur les mêmes valeurs sur les mêmes marchés. Voilà. Ouais, ok. Très clair. Donc, donc vraiment entrepreneur la première brique et investisseur la première brique, tu es vraiment dessus. Et, je suis un peu convaincu, ouais. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Mathieu.
Je profite de cette vidéo pour vous dire que si vous souhaitez apprendre à bien investir votre argent, à faire fructifier votre capital, vous pouvez accéder à ma formation offerte. C'est le premier lien en description qui vous apprendra donc à faire fructifier votre argent de manière passive, notamment grâce à la bourse et aux ETF. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description.